Alors, l'exercice 3 de ce concours blanc, donc une épreuve toujours issue de la voie E, et cette fois EDEC 2015. Donc j'ai fait le choix, comme je le disais, de ne faire que des voies E, pour la bonne et simple raison, par exemple, pour l'algèbre linéaire, en maths approfondie, il y a souvent des produits scalaires, et alors qu'en voie, il n'y en a pas, donc ce qui me permet quand même de donner des sujets de concours, mais qui soient accessibles à ce moment-là de l'année. Alors, un exercice avec plusieurs parties. Donc, on va commencer bien évidemment par la partie 1. La partie 1, il est question d'intégrale. Bon, allons-y. Première question, montrer que pour tout m appartenant à n, l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt est comprise entre 0 et une expression qui dépend à la fois de x et de m. Ce qui veut dire que on va avoir quelque chose qui va dépendre de x. On va analyser un petit peu comment, et surtout quelque chose qui dépend de m. Donc dire que t est plus petit que 1 et majorer t puissance m par 1 n'est pas une bonne idée, puisque si on veut que l'expression majorante dépende de m, il va falloir qu'on laisse du m dans l'histoire. Et d'où est-ce qu'il peut venir ce m? Eh bien, t puissance m va avoir pour primitive t puissance m plus 1 sur m plus 1, et ça va assez bien se passer. Ensuite, si on regarde le dénominateur, vous avez du 1 sur 1 moins t au carré dans l'intégrale, et on veut obtenir de l'autre côté, comme majorant, quelque chose en 1 sur 1 moins x au carré. Donc très probablement qu'il va falloir majorer 1 sur 1 moins t au carré par quelque chose qui va dépendre de x. Bon. Une fois qu'on a analysé tout ça, on peut faire les choses de façon un petit peu plus sérieuse. Donc d'abord, je vais m'intéresser à 1 sur 1 moins t au carré, et on peut remarquer que la fonction qui a t associe t carré va être croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, à savoir sur 0,1. Sur 0x en fait. Je vais mettre sur 0,1. Je vous rappelle que croissant, décroissant, convexe, concave, de classe C machin, dérivable, continu, tout ça, ça doit toujours être suivi d'un intervalle ou éventuellement d'une réunion de plusieurs intervalles, mais bref, c'est toujours sur quelque chose. Donc la fonction qui a t associé t carré est croissante sur 0,1, donc la fonction qui a t associé moins t carré, elle est décroissante sur 0,1. Il en va de même pour la fonction qui a t associé 1 moins t carré, et par inverse, vous avez la fonction qui a t associé 1 sur 1 moins t carré, qui va être, elle, croissante sur 0,1. J'aurais pu calculer, dire qu'elle était dérivable, calculer la dérivée, mais c'est du travail, puis après il faut trouver le signe de la dérivée. Ici on s'en sort assez bien. Bon. Ensuite, comme elle est croissante sur 0,1, donc pour tout x appartenant à 0,1, vous avez t qui est inférieur à x, implique, alors pour tout t inférieur à x, f de t est inférieur ou égal à f de x. Donc, pour tout t appartenant à 0x, ici j'ai marqué f, j'aurais pas dû mettre f, c'est 1 sur 1 moins t carré, inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x carré. Donc je vais avoir du t puissance m sur 1 moins t carré, plus petit que t puissance m sur 1 moins x carré. Et évidemment, je peux dire que tout ce petit monde-là est positif. Par croissance de l'intégrale, on peut dire aussi par conservation de l'ordre, mais pas par continuité comme je l'ai vu dans certaines copies. Vous avez donc 0, l'intégrale de 0 qui fera 0, intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt, qui sera plus petit que l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré, 1 moins
x carré dx. Or, cette deuxième intégrale, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins x carré, intégrale de 0 à x, de t puissance m sur 1 moins x carré dt. J'ai sorti le... Et là, j'intègre une fonction qui est positive. Comme x est plus petit que 1, ça sera plus petit que 1 sur 1 moins x carré, intégrale de 0 à 1 de t puissance m dt, pour deux raisons. D'abord, pour tout t appartenant à 0, 1, vous avez t puissance m qui est positif surtout, et x qui est strictement plus petit que 1. Or, cette intégrale, elle vaut quoi? L'intégrale de 0 à 1 de t puissance m dt, c'est t puissance m plus 1 sur m plus 1, que je vais intégrer entre 0 et 1, et bien ça va valoir 1 sur m plus 1 moins 0 sur m plus 1, 1 sur m plus 1. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on a fait, on a exactement l'inégalité que l'on veut. Pour tout x appartenant à 0, 1, vous avez 0, plus petit que l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt, qui est plus petit que 1 sur 1 moins x au carré multiplié par 1 sur m plus 1. Voilà pour la première question. Il y avait un petit peu de travail, mais ce n'est pas non plus infaisable. Deuxième question, question 1b plus exactement, en déduire la limite. Bon bah évidemment, trivialement, la limite lorsque m tend vers plus l'infini de 1 sur m plus 1 égale 0 par le théorème des gendarmes. La limite lorsque m tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt égale 0. De A. Pour t réel de 0 à 1, calculez la somme. T est différent de 1, donc il s'agit d'une somme géométrique, et non pas d'une série. C'est bien une somme géométrique, d'où, pour tout t appartenant à 0, 1 ouvert, pour tout k appartenant à n étoile, la somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance 2j, c'est 1 moins t à la puissance, c'est t carré, à la puissance k sur 1 moins t carré. Comme par hasard, on trouve cette chose-là par la suite. Question 2b. En déduire que la somme est égale à cette différence d'intégrale. Bon. La somme, elle va être difficile à calculer, surtout elle ne ressemble pas tout à fait à celle que l'on a. Par contre, la différence d'intégrale, elle va nous intéresser. J'ai donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 moins t carré dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2k sur 1 moins t carré dt. Ça va me donner quoi? J'ai mis de 0 à 1, mais c'est de 0 à x. Ce sera donc l'intégrale de 0 à x de 1 moins t puissance 2k sur 1 moins t carré dt. Comme par hasard, c'est ce que l'on a trouvé juste avant. C'est donc l'intégrale de ma somme. Or, j'ai une somme finie. Ça ne fonctionnerait pas si c'était une série.
J'ai une intégrale sur un intervalle fermé borné sur un segment avec une fonction qui est continue, donc je peux intervertir les deux symboles, c'est la linéarité. Ça sera donc la somme pour j allant de 0 à k-1 de l'intégrale de 0 à x de t puissance 2j dt par linéarité de l'intégrale. J'insiste, hein, ça ne fonctionne qu'avec les sommes finies et avec les intégrales sur un segment. Si jamais on n'est pas dans ces cas-là, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Pour les intégrales, ça fonctionne si les intégrales sont convergentes. Et pour les séries, là c'est plus compliqué. Surtout, on sort du cadre du programme. Donc je vais donc avoir ma somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, dont je vais chercher l'intégrale entre 0 et x. Évidemment, 0, ça fera 0. Je vais donc avoir juste l'intégrale pour j allant de 0 à k-1 dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Conclusion, j'ai exactement ce que je veux. C'est-à-dire ma somme pour j allant de 0 à k-1 dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré dt moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t carré dt. Et la question 2b est terminée. Question 2c. Utilisez la question 1 pour montrer que la série de termes générales converge et exprimer la série dont nous avons la somme partielle juste au-dessus sous la forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer. Bon. On va donc nous s'intéresser à notre série. L'intégrale pour 0x de 1 sur 1 moins t carré, pas de problème, on connaît la valeur. Et ce que nous dit la question 1a, finalement, hein, c'est que la deuxième intégrale, celle-là, elle va converger vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Bon. Je me donne donc un entier k, et je vais m'intéresser à la somme pour j allant de 0 à k-1 des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 moins l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré dt. Je prends ça en valeur absolue. Et donc, l'égalité que j'ai au-dessus me dit que ça c'est égal à l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale. En fait, je peux même retirer le signe moins, hein, c'est égal directement à l'intégrale, qui est positive, hein, de t puissance de k sur 1 moins t au carré dt, d'après la question précédente, ce qui est la question 2b. Or, d'après 1a, la limite, lorsque k tend vers plus l'infini, de cette intégrale est égale à 0. Et donc, on en conclut que cette suite, qui est la suite des sommes partielles, est convergente vers cette limite-là. On en déduit que la somme pour j plus grand que 0 des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est convergente et que sa limite vaut intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt. Conclusion. Cette série
convergent. Évidemment, tout ça, c'est lié au fait que x est compris entre 0 et 1. Et la somme pour j allant de 0 à plus l'infini, dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à cette intégrale. Encore une question de fait. Oui, question D. J'étais en train de me dire que je m'étais trompé, mais non. La question D, c'est pas la somme pour j allant de 0, c'est la somme pour j allant de k à plus l'infini. Bon. Nous avons vu que... je vais expliquer les choses comme ça. Donc, comme la série converge, la somme pour j allant de k à plus l'infini, c'est-à-dire celle qu'on me demande, des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, est égale à la somme complète, celle pour j allant de 0 à plus l'infini, des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, moins la somme des premiers termes, en fait, pour j allant de 0 à k moins 1, des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt, moins l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt, plus l'intégrale de 0 à x de t puissance de k sur 1 moins t au carré dt. Et on a tout de suite ce que l'on veut, à savoir que la somme pour j allant de k à plus l'infini, dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, est égale à la seule intégrale qui reste, c'est-à-dire celle-ci. Et on a terminé la première partie. On nous dit que, sans démonstration, on admet que la somme des x puissance 2j sur 2j est égale à une certaine série, un reste d'une série. Certainement que ça nous servira par la suite. Passons donc à la partie 2. Question 1, reconnaître la loi de n. Donc là, on fait des probas. Un joueur réalise une suite de lancers indépendants d'une pièce. Cette pièce donne pile avec une probabilité P et face avec une probabilité Q égale à moins P, très classique. On note n, la variable aléatoire égale au rang d'apparition du premier pile. Donc là, vous êtes nombreux à m'avoir dit que la variable aléatoire n suit une loi géométrique, et vous avez raison. Néanmoins, même si on va la reconnaître, on va quand même justifier. Donc n est le rang d'apparition du premier succès. Ce premier succès, donc, ça sera obtenir un pile. Lors de répétitions indépendantes, identiques et indépendantes, d'une expérience de Bernoulli, dont le succès a pour probabilité P. Donc n suit la loi géométrique de paramètre P. Toujours justifié, toujours expliqué, sauf si, dans la question, bien sûr, on vous dit de ne pas justifier ou de ne pas expliquer. On va faire une nouvelle page. Question 2a. Montrer que si m est un entier naturel, la commande 2 multipliée par np.floor de m sur 2 renvoie la valeur de m, si et seulement si m est pair. Bon, donc il y a deux cas. Supposons m pair.
alors il existe un entier k, tel que m égale 2k. Et donc 2 fois np.floor de m sur 2 renvoie 2 fois np.floor de 2k sur 2, c'est-à-dire de k. Et comme k est un entier, c'est-à-dire 2 fois k, parce que k est un entier, c'est-à-dire m. Maintenant, on va supposer m impair. Alors, il existe aussi un entier k, mais cette fois tel que m égale 2k plus 1. Et donc, vous avez 2 fois np.floor de m sur 2, qui renverra cette fois 2 fois np.floor de 2k plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 2k plus 1 demi, c'est-à-dire 2 fois k, le 1 demi, hein, on s'en va, et ça n'est pas m. Donc conclusion, 2 fois np.floor de m sur 2 renvoie m, si et seulement si m est pair. Question B. Complétez les commandes Python suivantes pour qu'elles simulent n et x, puis renvoient l'un des deux messages, le joueur a gagné ou le joueur a perdu. Bon. D'abord, on va avoir un import. Qu'est-ce que l'on va importer? Si on regarde la suite, j'ai un rd.géométrique, donc il va me falloir du numpy.random. Et le fait que la ligne n égale rd.géométrique commence par rd me dit que l'alias que je dois utiliser, c'est rd. Donc je vais utiliser numpy.random as rd. Le p float de input, donner la valeur de pi, donner la valeur de p. Alors pourquoi il y a un float devant? Parce que la commande, la input, elle attend une chaîne de caractères. Donc si je rentre un nombre, lui il va voir des caractères, je sais pas moi, 0, point, quelque chose, il va pas voir un nombre. Et le fait de mettre float avant va transformer cette chaîne de caractères en nombre qui pourra donc être utilisée. Ensuite j'ai mon grand N. Mon grand N, ça va être un rd.géométrique. Et évidemment, la valeur grand N, c'est une simulation de la variable Python grand N va être une simulation de la variable aléatoire grand N, donc qui suit la loi géométrique de paramètre P. Ensuite, j'ai quelque chose à faire avec grand X. Qu'est-ce que c'est que grand X? Grand X, c'est le numéro de la boule extraite de l'urne, puisque d'abord, je lance des pièces, je regarde quand est-ce que j'obtiens pile, et ensuite, je vais piocher au hasard une boule dans une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n étant le nombre que j'ai obtenu avec ma variable aléatoire. Donc ici, il me faut un rd.randint entre 1 et grand N, sauf que le rd.randint, comme les ranges, comme pas mal de fonctions avec Python, il ne prend pas le dernier. Donc ici, il me faut du 1 et du n plus 1. Ensuite, j'ai un if. If quelque chose, j'ai gagné. Quand est-ce que le joueur gagne? Le joueur gagne si le numéro porté par la boule est impair. Donc si jamais le 2 fois np.floor du numéro obtenu, donc le numéro obtenu c'est x, si jamais ça est égal à x, c'est donc que le nombre est pair, donc je dois afficher le joueur a perdu. Je joue. R a perdu. Et sinon, je dois afficher le joueur a gagné.
Voilà pour cette partie de Python. Question 3a. Donner pour tout entier naturel k supérieur ou égal à j, c'est important, la valeur que p, sachant que grand N égale 2j, de x égale 2k plus 1. Donc là-dedans, vous avez k qui est supérieur ou égal à j, donc 2k plus 1 va être strictement plus grand que 2j. Vous devez donc tirer la boule numéro 2k plus 1 dans une urne qui ne contient pas cette boule. Donc la probabilité, sachant que votre numéro maximal c'est 2j, d'avoir 2k plus 1, vaut 0. C'est pas possible. La question d'après. Petit b. La probabilité d'avoir 2k plus 1, sachant que d'obtenir 2k plus 1, sachant qu'au maximum, vous pouvez faire 2j plus 1. Donc ici, k est supérieur ou égal à j, toujours. K est supérieur ou égal à j plus 1. Donc 2k plus 1 va être strictement plus grand que 2j plus 1. Donc là aussi, on ne pourra pas tirer la boule. Donc la probabilité, sachant que n est égal à 2j plus 1, d'avoir x égale 2k plus 1, vaut 0. Ça n'est pas possible non plus. C'est pour ça d'ailleurs que le verbe utilisé dans la consigne, ce n'est pas calculer ou déterminer ou prouver, c'est donner. Néanmoins, je donne avec une explication. Question C. Déterminer la probabilité que x soit égal à 2k plus 1, sachant que n est égal à 2j. Cette fois, k appartient à 0j-1, donc 2k plus 1 va être inférieur ou égal à 2 multiplié par j-1, c'est plus 1, c'est-à-dire 2j moins 1. Donc, pas de problème, ça va bien se passer. Je peux tirer la boule. Donc, sachant que n égale 2j, 2x égale 2k plus 1, on doit donc tirer la boule numéro 2k plus 1 dans une urne qui contient 2j boules. J'ai donc une chance de trouver 7 boules qui portent le numéro 2k plus 1 parmi les 2j boules. On choisit la boule numérotée 2k plus 1 parmi les 2j boules dans l'urne. Voilà. Question d'après. Déterminer lorsque k appartient à 0j, donc c'est la question D. Donc on sait que k est dans 0j, donc 2k plus 1 va être inférieur ou égal à 2j plus 1, pas de problème. D'où, pour la même raison ici, alors par le même raisonnement plutôt que pour la même raison, je vais choisir la boule numérotée 2k plus 1 parmi les 2j plus une boule de l'urne. La probabilité, sachant que n est égal à 2j plus 1, de x égale 2k plus 1, j'ai une boule qui porte ce numéro-là sur 2j plus une boule en tout dans l'urne. Des questions pas très difficiles dès lors qu'on réfléchit un petit peu à ce que veulent dire ces événements. Question 4a. Justifier que p de x égale 2k plus 1 égale la somme des machins. Typiquement,
c'est du théorème de la formule des probabilités totales. Ouf. Donc je vais m'intéresser au système complet d'événements P de grand N égale N. Cette famille, pour N appartenant à N étoiles, est le système complet d'événements associé à la variable grand N. Comme grand N suit une loi géométrique, pour tout n appartenant à n étoiles, la probabilité d'avoir n égale petit n est différente de 0. Je peux me la calculer en fonction de P, de Q, et ainsi de suite. Mais il me suffit de savoir que la probabilité est non nulle. Par la formule des probabilités totales, j'en profite pour rappeler que système complet d'événements, formule des probabilités totales, et toute autre chose, on n'en met pas d'abréviation, on écrit les choses dans leur intégralité. Par la formule des probabilités totales, on va donc avoir la probabilité que x soit égal à 2k plus 1, qui va être égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, des p de n égale petit n, multiplié par la probabilité, sachant que n égale n, j'ai le droit d'écrire ça puisque j'ai justifié que mon événement était de probabilité non nulle, de x égale 2k plus 1, la série convergente, la série étant convergente. Ce qui est toujours le cas. Alors je devrais même peut-être dire, par la formule des probabilités totales, la série converge et on a égalité. Ça nous est donné par la formule des probabilités totales. En admettant que l'on peut scinder montrer que, bon bah très bien. On a donc la somme donc P de x égale 2k plus 1. C'est donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des p de n égale petit n multiplié par la probabilité, sachant que n égale petit n, des x égale 2k plus 1. Bon. On sait là-dedans un certain nombre de choses. C'est que cette somme, elle va être nulle pour un certain nombre de termes, puisque dès que 2k plus 1 ici est trop petit et trop grand en fait par rapport au n, ça ne fonctionne pas. Je suis en train de me dire que ici... Non, je ne me suis pas... C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien la somme pour n allant de 1 à plus l'infini. Pas de problème là-dessus. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper cette somme, comme on nous le dit, en fonction de la parité de n, ce qui nous permettra de réutiliser la question 3a, la question 3b, sans grande difficulté. Donc, comment séparer les termes de rang pair des termes de rang impair? Les termes de rang pair, c'est quoi? C'est les n égale 2j pour j allant de 1 à plus l'infini. Et les termes de rang impair, c'est les 2j plus 1. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement dire que je vais avoir la somme pour j allant de 1 à plus l'infini des p de n égale 2j multiplié par la probabilité, sachant que n égale 2j, de x égale 2k plus 1, plus... Je peux séparer, selon la parité de n, on me dit que je peux le faire. Donc j'aurai la somme pour j allant de 1 à plus l'infini, des p de n égale 2j plus 1. La probabilité, sachant que n égale 2j plus 1, de x égale 2k plus 1. Or, si jamais k est trop grand, ou si vous préférez j est trop petit, la probabilité vaut 0. La probabilité que, j'oubliais le sachant que n égale 2j
de x égale 2k plus 1 vaut 0 si jamais k est supérieur ou égal à j. Si vous préférez, j est inférieur ou égal à k. Et la probabilité, sachant que n égale 2j plus 1, de x égale 2k plus 1, vaut 0 si jamais k est supérieur ou égal à j plus 1. Bon, donc il faut que je parte en dessous de ça. D'où ma probabilité d'avoir x égale 2k plus 1 est égale à la somme de quoi? La somme pour j. Donc le premier, c'est celui-là. J ne doit pas être inférieur ou égal à k. Donc j va commencer à k plus 1. A plus l'infini, dp de n égale 2j, multiplié par la probabilité, sachant que n égale 2j, de x égale 2k plus 1. Plus une autre somme. Pour l'autre somme, il faut que j soit supérieur ou égal à k moins 1. Donc j soit strictement plus grand que k. De la probabilité sachant de n égale 2j plus 1, multiplié par la probabilité sachant que n égale 2j plus 1, de x égale 2k plus 1. Bon, il ne reste pas beaucoup de place, mais vous avez compris ce qui se passe. Je vais donc avoir ma somme pour j allant de k plus 1 à plus l'infini, p de n égale 2j. Ben ça, je sais le calculer parce que n suit une loi géométrique. Donc je vais avoir du 1 moins p, donc du q, puissance 2j moins 1, multiplié par p, multiplié par cette probabilité, je l'ai calculée, c'est celle-là, c'est 1 sur 2j. Voilà, plus la somme pour j allant de k à plus l'infini. P de n égale 2j plus 1. J'ai donc du q puissance 2j multiplié par p, multiplié par cette probabilité que j'ai aussi calculée, qui est 1 sur 2j plus 1. Je peux mettre en facteur p et q. Alors, je peux mettre en facteur p et 1 sur q. Dans ce cas-là, je vais avoir d'abord la somme pour j allant de k plus 1 à plus l'infini. J'ai mis un p en facteur, donc le p qui est là, il est mis en facteur. Et j'ai mis q puissance moins 1 en facteur, donc il va me rester du q puissance 2j sur 2j, plus la somme pour j allant de k à plus l'infini. J'ai mis un p en facteur, j'ai mis un q puissance 2j moins 1 en facteur. Ici, c'est bien un q, hein. Donc je vais avoir du q puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Donc, pour tout cas appartenant à n, la probabilité d'avoir x égale 2k plus 1 est égale à p sur q, multiplié par cette somme que je n'ai pas envie de recopier, mais je vais quand même la recopier, de q puissance 2j sur 2j, plus la somme pour j allant de k à plus l'infini, des q puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Et voilà. Question suivante. En déduire que la probabilité de machin est égale, bon bah très bien, soit k appartenant à n. Alors là je vais pas m'enquiquiner, hein, je vais faire un joli copier-coller de tout ça. Éditer, copier, coller. Voilà. Ce
qui m'intéresse, c'est surtout de faire le travail plus que de recopier tout ça. Donc, ces sommes-là, elles sont égales à quoi? Eh bien, on les a calculées. Alors, on a calculé l'une d'entre elles, la deuxième, à la question D. Et l'autre, on nous a dit que ça valait quelque chose. Donc, je vais avoir l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k plus 1 sur 1 moins t carré dt, plus la deuxième, qui sera l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t carré dt. Ça, c'est la question 2D de la partie 1. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, ici, j'ai mis des x, mais les x, c'est q. C'est mieux comme ça. Et donc, je vais avoir du p sur q, intégrale de 0 à q, de t puissance 2k plus 1 plus t puissance 2k, sur 1 moins t carré, qui est donc du 1 plus t, facteur de 1 moins t, dt, c'est-à-dire du p sur q, intégrale de 0 à q. Je vais mettre t puissance 2k en facteur. Je vais avoir du t plus 1 sur 1 plus t, 1 moins t, dt. Et j'ai exactement ce que je veux. Pour tout cas appartenant à n, la probabilité que x soit égal à 2k plus 1 est égale à p sur q, l'intégrale de 0 à q, multiplié par, enfin, de t puissance 2k sur 1 moins t dt. Souvent les questions paraissent difficiles, mais quand on fait du lien les unes avec les autres, ça se passe en règle générale assez bien. Question 5. Montrez que la limite de cette intégrale vaut 0. Bon. Ça, alors on n'a pas fait tout à fait celle-là à la première question, mais ça ressemble quand même un petit peu. On a du 1 plus t en plus. Bon. On peut remarquer en tout cas que q étant compris entre 0 et 1, donc soit q, on va marquer soit q, on va marquer soit t appartenant à 0q. Vous avez 1 plus t qui est supérieur ou égal à 1, donc pour tout t, oui, je vais déjà noter, donc t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré 1 plus t va être inférieur ou égal à t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré. Et il se trouve que, bien sûr, je n'utilise que des nombres positifs là-dedans. Là aussi, par croissance de l'intégrale, vous allez avoir 0, plus petit que l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t, le carré il est là, 1 plus t dt, sera plus petit que l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré dt. Et cette intégrale, la question, je ne sais plus son numéro, mais la question 1b me dit qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Cette chose-là tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, d'après la partie 1, question 1b. Donc je réapplique à nouveau le théorème des gendarmes, qui sert tout le temps. Alors dit aussi théorème d'encadrement. On en déduit que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de cette intégrale vaut 0.
Encore une question de fait. Question 5b. Montrez que la somme pour k allant de 0 à n des p de x égale 2k plus 1 égale une somme de deux intégrales. Bon. D'où est-ce que ça peut venir? On va avoir là-dedans des p de k plus 1 qui sont elles-mêmes des intégrales en fait. Donc je me donne un entier n. La somme pour k allant de 0 à n des p de x égale 2k plus 1, c'est quoi? Ce sera donc la somme pour k allant de 0 à n des p sur q, intégrale de 0 à q, des t puissance de k, divisé par 1 moins t, dt. Bon. Je peux utiliser là aussi la linéarité de ma somme, de l'intégrale, sans problème, puisque j'ai une intégrale sur un segment et j'ai une somme finie. Donc je vais avoir, par linéarité de la somme, le p sur q, multiplié par l'intégrale de 0 à q, de 1 sur 1 moins t, que je multiplie par la somme pour k allant de 0 à n, des t puissance de k, dt. Et cette somme de t puissance de k, je la connais. On l'a trouvée, je crois, à la question 2a. Je vais donc avoir ici du 1 moins t puissance 2 multiplié par n plus 1, puisque j'ai n plus 1 terme dans ma somme, sur 1 moins t au carré. dt. Et je vais découper ça en deux intégrales. Je vais donc avoir l'intégrale de 0 à q. Ici, je vais donc avoir 1 sur 1 moins t au carré dt, plus l'intégrale de 0 à q, de t puissance, si je développe, je vais avoir du 2n plus 2 sur 1 moins t au carré. Là, j'oublie le 1 moins t. 1 moins t au carré dt. Et là, j'ai des parenthèses ici, puisque le p sur q multiplie tout. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, la somme pour k allant de 0 à n des p de x égale 2k plus 1 est égale à p sur q multiplié par l'intégrale de 0 à q de 1 sur 1 moins t carré dt moins l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré dt. C'est terminé pour la question 5b. Question 5c. En déduire que P de A égale machin. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'événement A? L'événement A, c'est le joueur gagne. Quand est-ce que le joueur gagne? Le joueur gagne si jamais, je ne sais plus ce qu'il doit faire pour gagner, le joueur, si le numéro porté par la boule tirée est impair. Très bien. Donc A, c'est donc x égale 1, ou x égale 3, ou, et ainsi de suite en fait. C'est-à-dire l'union pour k allant de 0 à plus l'infini, dx est égal à 2k plus 1. Cette union est disjointe. Cette union étant disjointe,
ou si vous préférez événement incompatible, puisque vous ne pouvez pas à la fois avoir x qui prend plusieurs valeurs, P de A, qui est donc la probabilité de cette union, sera la somme pour k allant de 0 à plus l'infini dp de x égale 2k plus 1. Or, si on regarde bien les choses, la série somme pour k allant de 0 à plus l'infini, alors somme comme ça des x égale 2k plus 1 converge. Et comme d'après la question 5a, l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré 1 moins t dt tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, on en déduit que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, dp de x égale 2k plus 1, est égale à p sur q multiplié par la première intégrale qui est la seule qui reste. Donc j'ai ma valeur de p de a. De dt sur 1 moins t carré 1 moins t. Tout d'un coup, j'ai un petit doute sur quelque chose. J'ai mis des 1 moins t carré partout. J'ai un petit doute. Alors, j'ai bien fait d'avoir un petit doute. Non pas que ce que j'ai écrit est faux, mais ça ne va pas tout à fait aussi loin que ça devrait. Ici, hop, or, 1 moins t carré, c'est 1 moins t, 1 moins t, 1 plus t. 1 moins t carré, c'est 1 moins t, 1 plus t, c'est-à-dire 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t. Et donc ici, c'est aussi égal à 1 plus t, facteur de 1 moins t au carré. 1 plus t, 1 moins t au carré. Ce que j'avais écrit n'était pas faux, mais ce n'était pas tout à fait la forme qui était demandée. Donc de fait, ici, 1 moins t au carré, 1 plus t, 1 moins t au carré, 1 plus t, 1 moins t au carré, 1 plus t. Voilà. Juste que j'étais pas allé assez loin, entre guillemets, dans le travail demandé. Trouver 3 constantes réelles telles que l'on est. Bon, bah très bien. Je vais donc m'intéresser à un réel t qui n'est pas égal ni à moins 1 ni à 1. J'ai donc du a sur 1 moins t, plus b sur 1 plus t, plus c sur 1 moins t au carré, qui vaut quoi? A sur 1 moins t, ben je vais avoir du a facteur de 1 plus t facteur de 1 moins t au carré, plus b facteur de 1 moins t au carré, plus c facteur de 1 plus t, 1 moins t. Le tout sur le produit de tout ce petit monde-là, c'est-à-dire de 1 moins t
Je suis en train de dire des bêtises là, on va faire plus malin. Le A, on va être plus malin. Encore une fois, ce que j'ai écrit c'est pas faux, mais ça va nous générer davantage de calculs. Le A, je n'ai besoin de le multiplier que par 1 plus t, et seulement une fois par 1 moins t, puisque l'autre c'est 1 moins t au carré. Le B par contre, lui, il faut que je le multiplie par 1 moins t au carré seulement, puisqu'il est déjà sur 1 plus t. Et le C, il est sur 1 moins t au carré, donc il va me suffire de le multiplier par 1 plus t. Et on aura tout sur 1 plus t, facteur de 1 moins t au carré. J'ai donc a moins at carré, plus alors b, moins 2at b, plus bt au carré, plus c plus ct, le tout sur 1 plus t, 1 moins t au carré, c'est-à-dire donc en t carré, j'ai b moins a. En t, j'ai c moins 2a. Non, il n'y a pas de a ici. J'ai c moins 2b. Et en constante, j'ai a, j'ai b et j'ai c. Le tout sur 1 plus t, 1 moins t au carré. Et ça, c'est égal à 1 sur 1 plus t, facteur de 1 moins t au carré. Et ça ne peut arriver que si j'ai une égalité de polynômes. Et cette égalité de polynômes, elle ne peut arriver que si j'ai égalité des deux coefficients. Donc je vais avoir b moins a qui vaut 0, je vais avoir c moins 2b qui vaut 0, et j'ai a plus b plus c qui doit être égal à 1. Bon. Si on regarde tout ce petit monde-là, j'ai a égale b, j'ai c qui vaut 2b, et en reportant tout ça dans ma troisième équation, j'ai donc 4b qui vaut 1. J'ai donc b qui est égal à 1 quart, je vais avoir a qui est égal à 1 quart, et c qui doit être égal à 1 demi. D'où 1 sur, je vais faire ça un peu plus propre, 1 moins t au carré facteur de 1 plus t est égal à a, on a donc dit que a c'était 1 quart, sur 1 moins t, plus b c'est 1 quart, sur 1 plus t, plus c c'est 1 demi, sur 1 moins t, au carré. Très bien. Ben, on a trouvé ce qu'on voulait. Voilà. Question B. Écrire P de A explicitement en fonction de Q. Bon bah facile, hein. C'est une intégrale. C'est-à-dire l'intégrale, donc enfin, c'est P sur Q, l'intégrale de 0 à Q de 1 sur, comme par hasard, la fraction que je viens juste de travailler. C'est-à-dire P sur Q, multiplié par l'intégrale de 0 à Q, de 1 quart sur 1 moins t dt, plus l'intégrale de 0 à Q de 1 quart sur 1 plus t dt, plus l'intégrale de 0 à Q de 1 demi sur 1 moins t au carré dt, tout ça avec des parenthèses. Je vais donc avoir P sur Q. Alors là-dedans, je vais avoir 1 quart, 2. Il me faut une primitive de 1 sur 1 moins t. J'en connais une. C'est presque du ln de 1 moins t. Il faudrait que j'ai du u' sur u, donc j'ai du moins 1. Donc je vais avoir du moins ln de 1 moins t. Je vérifie que q étant plus petit que 1, mon 1 moins t est bien strictement positif, donc ça ne me pose pas de problème. Donc ça,
j'ai fait des parenthèses, mais j'aurais dû faire des crochets, entre 0 et Q, plus 1 quart de, ben là j'ai pas de problème, c'est directement du ln de 1 plus t, que j'intègre entre 0 et Q, plus 1 demi de cette intégrale. Et là, je suis embêté parce que je n'ai pas du U' sur U, mais presque en fait. Hein. Pour avoir du U' sur U, du prime sur U carré plutôt, il faudrait que j'ai moins 1. Bon bah ça aussi je sais faire. Et donc je vais avoir P sur Q multiplié par 1 quart. Alors je vais avoir du moins 1 quart de ln de 1 moins Q. En 0, ça fait 0. Plus 1 quart de ln de 1 plus Q. Moins 1 demi. Il me faut une primitive de 1 sur U carré. De U' sur U carré. Donc ça c'est du moins 1 sur U. Que je vais intégrer entre 0 et Q. Et je ferme ma parenthèse. C'est un petit peu long, mais c'est pas si difficile que ça. Donc je vais avoir du P sur Q. Là-dedans, si je regarde, ben, j'ai du 1 quart de ln de 1 sur 1 plus Q sur 1 moins Q, moins 1 demi. Alors, ici, je peux même... je peux sortir mon moins. Donc je vais avoir du 1 sur 1 moins Q, moins... En 0, ça va me faire 1. Et voilà. Plus qu'à finir ce calcul, c'est un petit peu rébarbatif. P sur Q. On va dire ici donc du P sur 4Q. ln de 1 plus Q sur 1 moins Q. Plus P sur Q, donc c'est 1 moins Q sur 2Q, multiplié par 1 sur 1 moins Q, moins 1. Donc 1 moins Q sur 4Q, ln de 1 plus Q sur 1 moins Q, plus, quand je vais multiplier ça, je vais donc avoir du 1 sur 2Q, moins 1 moins Q sur 2Q. Ce qui va me faire, pour éviter de tout recopier, j'ai donc du 1 du Q sur 2Q, c'est-à-dire du 1 demi. Et donc, j'en déduis que P de A est égal à 1 moins Q sur 4Q, ln de 1 plus Q sur 1 moins Q, plus 1 demi. Et on y est presque. En déduire que P de A est strictement plus grand que 1 demi. Et je crois que c'est la dernière question de l'exercice, effectivement. On peut remarquer là-dedans que Q étant positif, 1 plus Q va être plus grand que 1 moins Q, strictement, puisque Q est strictement positif. Donc, 1 plus Q sur 1 moins Q est strictement plus grand que 1, d'où le logarithme est strictement positif. « 1 moins Q est strictement positif, 4Q est strictement positif, donc 1 moins Q sur 4Q ln de 1 plus Q sur 1 moins Q est strictement positif. Donc P de A est strictement plus grand que 1 demi. Dans tous les cas, peu importe la valeur de Q. Et voilà pour cet exercice.